Si tu oses, je t'en donnerai le double. Se moquait le général, jusqu'à ce qu'il découvre qu'il était le commandant suprême. Écarte-toi de mon chemin, recrue. De vrais soldats passent. Le général Richard Steele ne se contentait pas de marcher dans les couloirs de Fort Hamilton. Il en était le maître. 23 ans de service, la poitrine couverte de médailles, une réputation de briseur de soldats qui ne répondait pas à ses critères. L'homme qui lui barrait le chemin portait des bottes de combat usées, un treillis délavé et une casquette enfoncée sur la tête. Un simple inconnu. J'ai dit de vous écarter, soldats. Cette installation n'est pas destinée à tous les soldats qui errent dans la rue. L'homme se retourna lentement. Ses yeux reflétaient quelque chose que Steele ne parvenait pas à identifier. Ce n'était pas de la peur. Quelque chose de plus calme. De plus observateur. « Bonjour, général. Je dois accéder à la salle de briefing du commandement. » Steele éclata de rire. Un rire aigu, cinglant, destiné à humilier. « Le briefing du commandement? Vous ?» Il désigna l'apparence de l'homme. Ses bottes datent de quand? 2005? Cet uniforme a l'air d'avoir survécu à 3 tours dans une friperie. Et vous pensez avoir votre place au niveau du commandement? Je m'appelle Mark Sullivan. Et oui, je porte des vêtements qui ont connu des jours meilleurs. J'ai choisi chaque pièce avec soin ce matin. Je voulais voir exactement ce que je vois en ce moment. Parce que je ne suis pas n'importe quel soldat. Je suis le commandant suprême des forces armées des États-Unis. Et je m'apprête à donner au général Steele une leçon qu'il n'oubliera jamais. Mais il ne le sait pas encore. Quel est votre grade, au fait? Demanda Steele. Je préfère ne pas le dire pour l'instant. Vous n'avez pas le choix, soldat. Quand un général pose une question, vous répondez. Immédiatement. Une foule s'était rassemblée. Les divertissements étaient rares. Regarder quelqu'un se faire détruire par Steele? Du pain béni. Laissez-moi deviner, dit Steele en tournant autour de Mark comme un prédateur. Tu fais partie de ces guerriers du week-end qui pensent que le simple fait de porter un uniforme fait d'eux des militaires. Je suis en service actif. En service actif. Steele se tourna vers son public. Messieurs, nous avons ici un soldat qui n'a pas les moyens de s'acheter un uniforme décent. Montre-moi ta carte d'identité militaire. Tout de suite. Mark fouilla lentement dans sa poche. Mais au lieu d'une carte d'identité standard, il en sortit quelque chose qui fit hésiter Steele. Une carte d'accès noire. Aucun nom visible. Juste une étoile dorée en relief sur une surface mate. Qu'est-ce que c'est que ça? Steele s'en empara. Une carte d'identité fantaisiste? C'est une habilitation de sécurité Oméga 1. Le couloir devint silencieux. Même les officiers de Steele échangèrent des regards incertains. L'habilitation Oméga 1 était évoquée à voix basse lors des briefings classifiés. Seules 3 personnes dans l'ensemble des forces armées détenaient cette désignation. Le général Richard Steele n'en faisait pas partie. C'est un faux, déclara Steele, bien que sa voix ait perdu de sa conviction. Garde. Escortez cet homme hors de la base. Vérifiez ses antécédents. Ce ne sera pas nécessaire, intervint le colonel Rebecca Morrison, le visage pâle. Général Steele. Je dois vous parler. En privé. Tout de suite. Je suis occupé à gérer une faille de sécurité. Monsieur. Ce n'est pas une demande. Quelque chose dans le ton de Morrison poussa Steele à la suivre dans un bureau attenant. Elle ouvrit une base de données sécurisée, ses doigts volant sur le clavier. Général, cette carte est authentique. L'habilitation Oméga 1 est délivrée à 3 personnes exactement. Le président du comité des chefs d'état-major. Le secrétaire à la défense. Et... Elle tourna l'écran vers Steele. Son visage pâlit, car il avait devant lui la photo de l'homme en treillis usé. Le commandant suprême Mark Sullivan. L'homme qu'il venait d'humilier pendant 15 minutes. L'homme qui contrôlait toute sa carrière d'un simple trait de plume. Non, murmura Steele. Ce n'est pas. Il ne peut pas être. Si, c'est lui. Et général, vous venez de le traiter comme un moins que rien devant 40 témoins. Si vous tenez à ce que justice soit faite, restez avec nous. Car ce que Steele ne réalise pas encore, c'est que son cauchemar ne fait que commencer. Mark n'est pas venu à Fort Hamilton par hasard. Il est venu dans un but précis. Et ce but est sur le point de bouleverser tout ce que Steele croyait savoir sur le pouvoir, le respect et ce que signifie vraiment servir. La porte s'ouvrit en grinçant. Il était temps d'affronter l'homme qu'il venait de détruire. Ou plutôt, l'homme qui était sur le point de le détruire. Steele tituba dans le couloir. Son assurance s'était évaporée, remplacé par les pas incertains d'un homme marchant vers sa propre exécution.
Mark se tenait exactement là où il l'avait laissé. Calme. Patient. Comme s'il avait tout le temps du monde. Commandant suprême Sullivan. La voix de Steele se brisa. Monsieur, je ne savais pas. Vous ne saviez pas quoi, général? Que vous deviez traiter les gens avec respect, quelle que soit leur apparence. Les officiers rassemblés étaient silencieux. Le capitaine avait l'air malade. Le sergent Davis essayait de se fondre dans les murs. Monsieur, si j'avais su qui vous étiez. Voilà. Le regard de Mark se durcit. Si vous aviez su. Dites-moi, général, comment m'auriez-vous traité exactement si vous aviez connu mon grade? Le piège était évident. Il n'y avait pas d'issue. Vous auriez été respectueux. Professionnel. Tout ce que vous êtes censé être avec chaque soldat, quelle que soit son identité. Mark s'avança. Mais vous ne l'avez pas été. Parce que vous pensiez que je n'étais personne d'important. J'ai commis une erreur, monsieur. Non, général. Vous avez révélé qui vous êtes vraiment quand vous pensez que personne ne vous regarde. Le colonel Morrison sortit du bureau, reconnaissant les signes d'une carrière qui touchait à sa fin en temps réel. Général Steele, combien de soldats avez-vous traité de cette manière? Combien de jeunes recrues ont subi votre mépris simplement parce qu'elles ne répondaient pas à vos critères arbitraires? Le silence de Steele était une réponse suffisante. Il y a 3 mois, cette base avait le taux de demande de transfert le plus élevé de toutes les forces armées. Des soldats suppliaient de partir. Des gens bien choisissaient d'abandonner leur poste plutôt que de servir sous certains commandants. Et Davis s'échangèrent des regards gênés. Ils savaient exactement ce qu'ils voulaient dire. J'aurais pu envoyer des inspecteurs. Mais je voulais voir la vérité de mes propres yeux. Voir comment les soldats sont traités quand ils pensent que personne d'important ne l'est. Elles observent. Mark désigna son uniforme usé. Voici ce que j'ai découvert. Des jugements. Du mépris. L'effondrement complet de nos valeurs. Commandant suprême, je vous en prie. J'ai une famille. 23 ans de service. 23 ans de quoi? De service? Ou à utiliser votre grade pour vous sentir supérieur? Dites-moi, connaissez-vous le nom du soldat qui nettoie votre bureau? Steele balbutia. Il y a beaucoup de personnel. Le soldat Marcus Webb. Il nettoie votre bureau depuis 2 ans. Il a un diplôme d'ingénieur, il travaille de nuit pour s'occuper de sa mère handicapée pendant la journée. La voix de Mark baissa d'un ton. Vous n'avez jamais reconnu son existence. Vous ne l'avez jamais remercié. Vous ne l'avez jamais traité comme un être humain. Chaque mot tombait comme un coup de marteau. Combien d'autres sont devenus invisibles parce qu'ils ne portaient pas assez de galons? Le capitaine s'éclaircit la gorge. Monsieur, si je peux me permettre. Le général Steele n'est pas le seul à. Il s'interrompit, réalisant son erreur. Continuez, capitaine. Finissez votre pensée. La culture ici, ce n'est pas seulement une personne. Exactement. Il ne s'agit pas d'un général arrogant. Il s'agit d'un système qui récompense le mépris et punit la compassion. Morrison s'avança. Commandant suprême, quels sont vos ordres? Mark scruta chaque visage. Certains montraient un remords sincère. D'autres, simplement de la peur. Très peu montraient une réelle compréhension. Général Steele, vous êtes relevé de vos fonctions. À compter de maintenant. Vous avez 2 heures pour partir. Monsieur, s'il vous plaît. Et général, en partant, présentez vos excuses personnelles à chaque soldat que vous avez humilié. À commencer par le soldat Webb. 23 ans, parti en 15 minutes. Colonel Morrison, vous êtes commandant par intérim. Capitaine sergent Davis, vous êtes suspendu en attendant les résultats de l'enquête. Ils acquiescèrent, terrifiés. Mark se tourna une dernière fois vers Steele. Le grade ne vous donne pas le droit de priver quelqu'un de sa dignité. Il vous donne la responsabilité de la protéger. Mais alors que Steele s'éloignait, brisé, Mark savait quelque chose que les autres ignoraient. Ce n'était pas fini. Car Morrison avait trouvé autre chose dans ses dossiers classifiés. Quelque chose qui reliait Fort Hamilton à un problème beaucoup plus vaste. Un réseau d'officiers répartis sur plusieurs bases, tous opérant selon le même mode opératoire toxique. L'arrivée de Mark ici n'était pas le fruit du hasard. C'était le premier coup d'un jeu beaucoup plus vaste. 2 jours après le renvoi de Steele, Mark découvrit quelque chose qui changea tout. Fort Hamilton n'était pas un cas isolé. C'était le symptôme d'un problème bien plus sinistre. Commandant suprême, vous devez voir ça. Morrison étala des rapports de renseignement sur le bureau. Nous avons suivi les communications entre Steele et 7 autres commandants. Ils se font appeler les porte-étendards.
Marc étudia la carte du réseau. Il reconnut certains noms. Des officiers en qui il avait confiance. Tous liés par une philosophie commune, le rang équivaut à la valeur. Ils ont systématiquement chassé nos meilleurs éléments pendant 5 ans. Ingénieurs, médecins, analystes, tous ceux qui ne faisaient pas preuve d'une déférence suffisante. 5 années de talent détruit. 5 années de soldats brisés non pas par l'ennemi, mais par leur propre chef. Morrison ouvrit un dossier. Capitaine Jennifer Walsh. Brillante analyste tactique. Recommandée pour une promotion à 3 reprises. Refusée à chaque fois. Pourquoi? Elle a signalé des cas de harcèlement à Fort Bragg. Au lieu d'enquêter, ils l'ont qualifiée de fautrice de troubles. Ils l'ont mutée 6 fois en 2 ans. Elle a démissionné le mois dernier. Marc serra les poings. Appelez-la. Lorsque Walsh répondit, sa voix trahissait des années de colère refoulée. Le colonel Harris a clairement fait savoir que les femmes n'avaient pas leur place dans l'analyse tactique. Lorsque je l'ai signalé, mes évaluations de performance ont soudainement changé. Le réseau a averti chaque nouvelle base que j'étais difficile. Une râleuse. Sa voix se brisa. J'ai donné 12 ans de ma vie, monsieur. Ils ont détruit ma carrière parce que j'ai demandé à être traité comme un être humain. Capitaine Walsh, que diriez-vous de revenir? En tant que major. À la tête d'une unité d'enquête spéciale. Pour nettoyer tous les officiers de ce réseau. Silence. Puis, quand est-ce que je commence? Demain. Mais Marc savait que se débarrasser des mauvais officiers n'était que la moitié du combat. Pour un véritable changement, il fallait prouver que le leadership pouvait être différent. Il trouva le soldat Webb en train de nettoyer le bâtiment administratif à 2 heures du matin. Repos, soldat. Votre mère, comment va-t-elle? Les yeux de Webb s'écarquillèrent. Monsieur, vous savez pour ma mère? Je sais que vous portez un fardeau plus lourd que la plupart des gens. Vous avez un diplôme d'ingénieur, n'est-ce pas? Oui, monsieur. J'espère travailler dans les infrastructures militaires une fois que j'aurai prouvé que je vaux mieux que le nettoyage. Le poison de style continuait de couler. Soldat Webb, vous êtes muté au corps des ingénieurs. À compter de maintenant. Vos talents sont gaspillés ici. Les larmes montèrent aux yeux de Webb. Merci, monsieur. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les soldats qui étaient invisibles se demandèrent soudain si les choses pouvaient réellement changer. Mais 3 jours plus tard, Morrison fit irruption dans son bureau, le visage sombre. « Monsieur, nous avons un problème. » Elle tourna sa tablette vers lui. Le bureau du sénateur Harrison. Des généraux 3 étoiles déposent des plaintes officielles. Ils vous accusent de détruire la discipline militaire. Marc étudia la déclaration soigneusement rédigée pour plaire aux traditionalistes. « Ils vont rendre cela public, » dit Morrison. « Ils demandent des audiences au Congrès. » Marc regarda les terrains de Fort Hamilton. Les soldats croyaient enfin qu'ils pouvaient avoir de l'importance. Organiser une conférence de presse. Demain, je vais révéler au monde entier ce que les standards-bearers ont fait. Chaque détail. Chaque victime. Chaque plainte étouffée. Monsieur, c'est suicidaire pour votre carrière. Peut-être. Mais c'est la bonne chose à faire. Morrison acquiesça. Elle le suivrait dans cette bataille. Car parfois, la seule façon de changer un système défaillant est de le détruire complètement. Et Mark Sullivan était sur le point de frapper un grand coup. La véritable guerre ne faisait que commencer. La salle de conférence de presse du Pentagone était bondée. Les caméras de toutes les grandes chaînes de télévision. Les journalistes serrés les uns contre les autres. Les généraux au fond de la salle, le visage impassible. Le sénateur Harrison était assis au premier rang, au centre, un sourire confiant illuminant son visage. Il avait parfaitement orchestré tout cela. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Marc monta à la tribune. Pas de notes. Pas de prompteur. Juste le poids de la vérité qu'il portait depuis des semaines. Il y a 3 mois, j'ai reçu une lettre d'une mère dont le fils s'était suicidé. Sa voix rompit le silence. Le soldat Daniel Chen. 22 ans. Un génie de l'ingénierie. Mort parce que son commandant lui avait dit qu'il ne serait jamais rien de plus qu'un autre soldat asiatique invisible. La salle fut prise d'un malaise. Le soldat Chen n'était pas le seul. Au cours des 5 dernières années, nous avons perdu 47 soldats qui se sont suicidés. Pas au combat. Pas dans des accidents d'entraînement. À cause de la destruction psychologique systématique par leur propre chef. Marc appuya sur une télécommande. L'écran derrière lui s'illumina de visages. Jeunes. Pleins d'espoir. Morts.
Ce sont les victimes des standards-bearers. Un réseau d'officiers qui croyaient que leur grade leur donnait le droit de détruire des êtres humains pour le plaisir. Le sourire du sénateur Harrison avait disparu. Le général Steele à Fort Hamilton. Le colonel Harris à Fort Bragg. Le lieutenant-colonel Morrison à Fort Lewis. La voix de Mark était chirurgicale, précise. 7 commandants. 12 officiers subalternes. Tous reliés par des communications cryptées que nous surveillons depuis 6 semaines. Morrison apparut à l'écran, témoignant dans un enregistrement réalisé quelques jours plus tôt. Il tenait des tableaux de bord. Des compétitions littérales pour savoir qui pouvait pousser le plus de soldats à démissionner. Ils appelaient cela « éliminer la faiblesse ». Ils détruisaient des vies pour se divertir. La salle s'est enflammée. Les journalistes criaient des questions. Les appareils photo clignotaient. Les généraux au dernier rempalissaient. Le sénateur Harrison s'est levé brusquement. C'est une chasse aux sorcières. Ce sont des officiers décorés qui sont crucifiés pour avoir maintenu la discipline. La discipline. La voix de Mark est devenue dangereusement grave. Sénateur, saviez-vous que le colonel Harris, que vous avez personnellement recommandé pour une promotion, dirigeait un réseau de harcèlement visant spécifiquement les femmes officiers? Harrison se figea. Ou que le lieutenant-colonel Morrison à Fort Lewis, votre ancien assistant, détournait des fonds destinés au service de santé mentale des soldats. Qu'il utilisait cet argent pour payer des retraites de leadership, qui étaient en fait des voyages à Las Vegas pour jouer au casino? Harrison pâlit. Mark appuya sur un bouton. Un enregistrement audio fut diffusé. La voix de Harrison discutant de la manière de « gérer » les enquêtes sur les plaintes était parfaitement claire. Comment protéger la fraternité contre des recrues trop sensibles qui ne pouvaient pas supporter la vie militaire réelle. Vous n'étiez pas seulement au courant, sénateur. Vous étiez complice. La salle explosa. Les journalistes se précipitèrent sur Harrison. Les caméras capturèrent sa panique. La défense soigneusement construite s'effondrait en temps réel. Le major Walsh s'avança avec des documents. Nous avons la preuve que 37 plaintes officielles ont été étouffées. 52 soldats ont été contraints au silence. Des centaines de carrières ont été détruites pour protéger ce réseau. Mark s'adressa directement aux caméras. À tous les soldats qui regardent ceci et qui pensaient que leur voix n'avait pas d'importance, à qui on a dit qu'ils étaient trop faibles, trop sensibles, trop différents, vous aviez raison de vous exprimer. Le système vous a laissé tomber. Mais cela prend fin aujourd'hui. Il se tourna vers les généraux rassemblés. À compter de maintenant, tous les officiers liés au standard-bearer sont suspendus. Enquête approfondie. Responsabilité totale. Aucune exception pour le grade, les relations ou la protection politique. Le général Matthews, chef d'état-major de l'armée, se leva. Commandant suprême, vous démantelez des décennies de structures militaires. Je démantèle des décennies d'abus déguisés en structures. Il y a une différence. Cela va semer le chaos dans les rangs. Tant mieux, parce que ce que nous avions n'était pas de l'ordre. C'était de l'oppression en uniforme. La conférence de presse dura encore 3 heures. Chaque révélation était plus accablante que la précédente. Des relevés bancaires montrant des pots de vin. Des SMS révélant du mépris. Des preuves vidéo de harcèlement. Lorsque Mark quitta le podium, le réseau des standards-bearers était détruit. 7 commandants avaient été relevés de leurs fonctions. 12 officiers faisaient face à la cour martiale. La carrière du sénateur Harrison était ruinée. Si vous vous êtes déjà senti invisible là où vous servez, que ce soit dans l'armée, dans la vie civile ou ailleurs, ce moment est pour vous. Car ce qui s'est passé ensuite a prouvé que dire la vérité au pouvoir n'est pas un suicide professionnel. C'est ce qui définit une carrière. Le soldat Webb, qui regardait depuis Fort Hamilton, s'est tourné vers ses camarades, les larmes coulant sur son visage. Il l'a vraiment fait. Il les a tous fait tomber. Mais Mark savait que le vrai travail ne faisait que commencer. Car éliminer les dirigeants toxiques n'était que la première étape. La deuxième étape consistait à reconstruire toute une culture. Prouver que la force n'exigeait pas la cruauté. Que la discipline ne signifiait pas la déshumanisation. Le téléphone sur son bureau a sonné. La voix de Morrison, urgente. « Monsieur, vous devez voir ça. Il se passe quelque chose à Fort Hamilton. » Ce qui allait se passer ensuite déterminerait le succès ou l'échec de cette révolution. Mark arriva à Fort Hamilton en s'attendant à des retombées. À la colère des officiers fidèles à Steele. À la résistance de ceux qui croyaient que les anciennes méthodes étaient sacrées. Ce qu'il découvrit était tout autre. Toute la base s'était rassemblée dans la cour principale.
Non pas sur ordre, mais par choix. Plus de 300 soldats se tenaient en formation. Mais ce n'était pas un rassemblement militaire officiel. C'était quelque chose de spontané. Brut. Réel. Le soldat Webb se tenait à l'avant. Derrière lui, des dizaines de soldats qui avaient été invisibles. Ignorés. Considérés comme indignes. Commandant suprême, la voix de Webb résonna dans la cour. Nous voulions vous montrer quelque chose. Un jeune spécialiste s'avança. Je suis le spécialiste Rodriguez. Le général Steele m'a dit que je ne deviendrai jamais sergent parce que les gens comme moi n'ont pas le potentiel pour diriger. Je l'ai cru pendant 3 ans. Une autre voix. Soldat Johnson. Je nettoyais les casernes alors. Est-ce que j'avais un master en logistique, parce que le colonel Harris disait que mon diplôme d'une université publique ne valait pas le papier sur lequel il était imprimé. L'un après l'autre, ils s'avançaient. Des histoires de talents gâchés. Des potentiels enterrés. Des rêves détruits par des dirigeants qui mesuraient la valeur de manière erronée. Marc sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Pas de la faiblesse. Quelque chose de plus profond. Le poids de tous les soldats qui avaient souffert en silence et qui étaient enfin entendus. Monsieur, continua Webb, nous ne sommes pas ici pour demander quoi que ce soit. Nous sommes ici pour vous remercier. Pour nous avoir vus alors que tout le monde nous ignorait. Morrison s'approcha discrètement. Cela se produit dans toutes les bases. Les soldats prennent la parole. Ils dénoncent des abus qu'ils ont cachés pendant des années. Le système que vous avez brisé, il reste brisé. Marc s'adressa aux soldats rassemblés. Je n'ai pas fait cela seul. Le major Walsh a tout risqué pour révéler la vérité. Le colonel Morrison a mis sa carrière en jeu. Le soldat Webb a fait preuve de plus de courage en travaillant de nuit que la plupart des généraux n'en ont montré dans toute leur vie. Il fit une pause, laissant le moment s'imprégner. La vraie force ne réside pas dans ceux que vous pouvez dominer. Elle réside dans ceux que vous soutenez quand personne ne vous regarde. La vraie discipline ne consiste pas à briser les gens. Elle consiste à les aider à devenir meilleurs qu'ils ne l'auraient cru possible. 6 mois plus tard, la transformation était indéniable. Le taux de demande de transfert à Fort Hamilton était tombé à presque 0. La productivité avait augmenté de 40%. Plus important encore, les soldats avaient cessé de quitter l'armée. Ils avaient recommencé à croire en leur mission. Le major Walsh dirigeait désormais une division de réforme permanente, mettant en œuvre de nouvelles normes de leadership dans toutes les branches. Tolérance zéro pour le harcèlement. Formation obligatoire au respect pour tous les officiers. Système de signalement anonyme qui fonctionnait réellement. Le soldat Webb, désormais sergent Webb, concevait des infrastructures pour les bases opérationnelles avancées. Sa mère assista à sa cérémonie de promotion, les larmes de fierté coulant sur son visage. Le réseau des porte-étendards fut complètement démantelé. 7 commandants furent renvoyés pour conduite déshonorante. 12 officiers ont été traduits en cour martiale. Le sénateur Harrison a démissionné dans le déshonneur, sa carrière politique détruite par ses propres propos enregistrés. Mais la véritable victoire ne résidait pas dans les sanctions. Elle résidait dans la culture qui a émergé des cendres. Lors d'une cérémonie rendant hommage au leadership réformé, Marc s'est tenu devant une foule d'officiers représentant toutes les bases des forces armées. Certains d'entre vous pensaient que je détruisais la tradition militaire. Vous aviez raison, car une tradition fondée sur le mépris mérite d'être détruite. Il fit un geste vers les nouveaux officiers qui venaient d'être nommés. Des origines différentes. Des parcours différents. Unis par un seul principe, un leadership fondé sur le respect et non sur la peur. L'armée la plus forte n'est pas celle où les soldats ont peur de s'exprimer. C'est celle où ils ont le pouvoir de contribuer. Où l'opinion d'un simple soldat compte autant que celle d'un général. Où la valeur se mesure au caractère et non au grade. Marc repensa à ce matin-là dans le couloir. Des bottes usées. Un uniforme défraîchi. Un test qui lui avait révélé tout ce qu'il avait besoin de savoir. J'ai porté ces vieux vêtements de travail pour voir qui vous étiez vraiment, lorsque vous pensiez que personne d'important ne vous observait. Il s'avère que chaque instant est important. Chaque interaction compte. Chaque personne mérite le respect. L'auditoire se leva pour applaudir. Ce n'était pas une courtoisie militaire de pure forme. C'était une reconnaissance sincère et retentissante du changement dont ils avaient été témoins. Après la cérémonie, une jeune lieutenant s'approcha de Marc avec hésitation. « Monsieur, j'étais à Fort Hamilton ce jour-là. Je vous ai vu vous faire humilier. J'ai vu Steele vous détruire, ou essayer de le faire. » Elle marqua une pause. « J'ai failli quitter l'armée cette semaine-là. Je me suis dit que si c'était ça, le leadership, je ne voulais pas en faire partie.
Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Vous. En nous montrant que la force n'implique pas nécessairement la cruauté. Que la chose la plus puissante qu'un leader puisse faire est de protéger la dignité de ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Marc regarda la base où tout avait commencé. Des soldats de tous grades, de tous horizons, travaillant ensemble. Non pas parce qu'ils y étaient obligés, mais parce qu'ils le voulaient. La révolution ne consistait pas seulement à éliminer les mauvais officiers. Il s'agissait de prouver qu'une meilleure voie était possible. Qu'il était possible de maintenir la discipline sans déshumaniser. Qu'il était possible d'exiger l'excellence sans détruire les âmes. Car en fin de compte, le plus grand test du leadership n'est pas la façon dont vous traitez vos supérieurs. C'est la façon dont vous traitez vos subordonnés quand vous pensez que personne ne vous regarde. Et la plus grande force n'est pas le pouvoir de briser les gens. C'est le courage de les construire. Si vous croyez que le respect n'est pas une faiblesse, mais le fondement de la véritable force, si vous avez déjà été invisible dans un système qui aurait dû vous voir, alors cette histoire vous rappelle que le changement est possible. Une voix, une prise de position, un moment de courage au moment où cela compte le plus. Les bottes usées que Marc portait ce jour-là, elles sont exposées dans une vitrine à l'entrée de Fort Hamilton. Un rappel que les apparences sont trompeuses, mais que le caractère révèle la vérité. Que la personne la plus importante dans une pièce peut être celle que tout le monde ignore. Et que parfois, la seule façon de tout changer est de voir ce que les autres refusent de voir. La valeur intrinsèque de chaque être humain, quel que soit son rang, son titre ou l'état de ses bottes.